Bonjour à tous, alors effectivement, cette semaine, j'enchaîne les vidéos. Et aujourd'hui, on va parler, si vous le voulez bien, de certaines mesures du nouveau front populaire. Certaines mesures qui pourraient, et j'exagère pas, mettre le chaos dans ce pays. Et alors attention, vous le savez, sur cette chaîne, je reproche beaucoup aux gens de ne rien donner de très concret, de lancer des anathèmes, comme on dit. Alors là, dans cette vidéo, on va partir des mesures très précises, très concrètement. On va faire des projections concrètes, sourcées, chiffrées de ce que ces mesures que propose le nouveau front populaire donneraient à la société française, de la société française. Mais avant tout, je t'invite à liker évidemment, t'abonner, à partager et surtout à commenter. Je l'ai dit dans le désordre. C'est super important pour le R. Dany, ça dit quoi? J'ai appris que tu as encore échoué le bac. Mais il faut arrêter la consommation des stupéfiants. La consommation des non. Vous êtes sur la chaîne de Georges et vous regardez la seule et l'unique revue d'actualité. Elle est un peu spéciale celle-là. Enfin bref, c'est parti. Abonne-toi, c'est important. Important pour le référencement. N'hésite pas à t'abonner. Dans cette vidéo, je vous propose d'aborder 3 points qui me semblent essentiels dans un programme, et notamment dans le programme du nouveau Front populaire, à savoir l'économie, la sécurité et l'immigration. Non pas que ce soit mes sujets de prédilection, vous le savez, puisque je parle assez peu d'économie ici, mais c'est le sujet des Français. Alors en économie, le programme du nouveau Front populaire a plusieurs mesures phares. La première, c'est évidemment, on en entend beaucoup parler, l'augmentation du SMIC à 1 600 €. Alors c'est quoi cette affaire ? Déjà, c'est quoi le SMIC en fait ? Le SMIC, c'est le salaire minimum interprofessionnel de croissance. En gros, c'est le salaire horaire minimum légal en France. On ne peut pas être payé en dessous de ce salaire minimum, salaire qui est d'ailleurs réévalué tous les 1er janvier en fonction de l'inflation. L'objectif du Front populaire avec cette mesure, c'est que les gens qui sont payés au SMIC puissent vivre mieux, puissent vivre plus décemment, avec plus d'argent qui serait, par le conditionnel, on le verra, réinvesti dans la consommation et donc qui stimulerait l'économie. Donc de loin, quand on regarde ça, on se dit putain, c'est pas mal. Ça veut dire que les gens seraient mieux payés et que l'économie française fonctionnerait mieux. Oui, mais non. Si on impose un salaire minimum, on l'impose à ceux qui embauchent les gens payés au SMIC, à savoir les patrons. Et en France, les patrons, c'est pas tous des Bernard Arnault ou des Vincent Bolloré. C'est majoritairement des petits patrons de PME ou de TPE, enfin de très petites entreprises. Donc si un patron doit payer plus pour embaucher au SMIC, il va moins embaucher. En économie, on dit que la demande de travail, donc la demande des patrons pour un travail, va baisser, puisque la demande coûtera plus cher. Si les patrons payent plus cher pour leurs employés, il faut qu'ils gagnent de l'argent autrement, ailleurs, notamment sur ce qu'ils vendent. Donc, mécaniquement, l'augmentation du SMIC va entraîner une augmentation de tous les prix. Et pour que ce soit très clair, on va prendre un exemple. Imaginons une PME qui a 20 employés. Je ne vous fais pas chier avec les charges sociales et companax, mais dans le cadre d'un SMIC à 1 400 €, 20 employés, je schématise, ça lui coûte tous les mois 28 000 €. Si on passe à un SMIC à 1 600 €, l'entreprise doit maintenant payer 32 000 € par mois. Et ces 4 000 € de différence, l'entreprise peut compenser cette somme en faisant 2 choses. Soit elle vire des gens, donc elle vire 3 salaires, et donc 3 chômeurs en plus qui vont coûter à l'État puisqu'ils n'auront aucune productivité nette dans la société, soit elle va augmenter les prix. Si elle augmente ces prix, l'augmentation du SMIC initialement prévue pour booster l'économie ne compensera même plus l'augmentation du prix des marchandises. Et alors vous allez me dire, oh ça va balayer beaucoup de petites et moyennes entreprises, mais alors les grands groupes, eux, ils vont devoir payer plus. Et oui mais non. Si on prend l'exemple d'une grande entreprise, on va prendre l'exemple de Carrefour ou de Auchan. Et là je parle pas dans le vent, je parle d'une étude de Stanford qui a montré qu'une augmentation du salaire minimum peut entraîner une automatisation des tâches, donc évidemment pour réduire le coût de la main-d'œuvre dans une entreprise. Pourquoi l'entreprise ferait ça ? Puisqu'il va être plus rentable pour une entreprise d'investir dans l'automatisation que d'employer des gens qui lui coûtent désormais plus cher. D'ailleurs, toujours dans cette étude de Stanford, l'augmentation du salaire minimum, par exemple à Seattle, a entraîné une baisse de la productivité générale. Et on comprend bien pourquoi. Si un salarié a un taux horaire plus cher, comme ce que veut le nouveau Front populaire, l'employeur va se dire qu'il faut moins l'embaucher. Par ailleurs, l'augmentation du salaire minimum entraîne une perte de moyens pour
former les employés, donc il y a moins de formation, donc moins de formation veut dire moins de compétences et à terme, moins de productivité générale de l'entreprise, voire même du pays. Et en fait, même le présupposé d'une augmentation du SMIC, donc dire oui mais ça profiterait à l'économie générale, c'était vrai, j'ai envie de dire au Moyen-Âge, mais là ça n'a plus de sens aujourd'hui dans le monde ouvert qu'on connaît. Pour qu'une augmentation de salaire soit efficace pour l'économie générale, il faut impérativement que la consommation, c'est-à-dire que ce que les gens achètent avec leur augmentation de salaire, profite au commerce français qui paieront ensuite leurs taxes et leurs impôts en France, qui profiterait, qu'on appelle en économie le bien commun. Si l'individu est augmenté, qu'il a plus d'argent, comme ce que veut le nouveau Front populaire, mais qu'il le dépense dans des produits fabriqués à l'extérieur de la France, sur Internet ou je ne sais où, sa consommation va juste entraîner une fuite des capitaux vers l'étranger. Pour qu'une consommation profite au bien commun et à l'économie générale, il faut absolument que cette consommation se fasse dans le cadre d'un projet global de localisme, de dynamisme de l'économie locale, avec peu de produits importés et avec des frontières fortes pour l'importation de marchandises. Ensuite, la deuxième mesure, c'est cette histoire de blocage des prix. Cette histoire de blocage des prix, ça va être assez rapide parce que c'est un contresens économique, vous allez voir, je vais vous l'expliquer. Le nouveau Front populaire, le NFP, propose un blocage des prix des biens de première nécessité dans l'énergie, dans l'alimentation et dans les carburants. En fait, là encore, de loin, on se dit « Ah mais c'est énorme, c'est trop cool, ça va nous coûter moins cher puisque l'État va garantir le prix des marchandises. » Bah non, petit cours d'économie en grande balistique. Un prix, c'est la rencontre d'une offre d'un produit et d'une demande de ce même produit. Si la demande augmente et que l'offre reste, les prix montent. C'est logique. C'est ce qu'on appelle le phénomène de la rareté en économie. Imaginez Henri, il achète sa baguette de pain à 1,50 €. Le boulanger qu'on va appeler Paul, il produit ce pain-là, il fabrique ce pain-là pour 1,20 €. Si on prend en compte ses coûts de production, donc la farine, la levure, l'électricité et les salaires qu'il doit payer. Donc, par conséquent, il fait 30 centimes de bénéfice par baguette. Imaginons que demain, le NFP débarque et dise « Hop, 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 la baguette maintenant, c'est plus 1,50 €, mais c'est 1 €. Henri, donc l'acheteur, il se régale, il a une baguette qui coûte moins cher. Mais Paul, il fait la gueule. Maintenant, au lieu que cette baguette-là lui rapporte 30 centimes, ça va lui coûter 20 centimes, puisque je rappelle qu'avant, il la vendait 1,50 €. Réaction de Paul le boulanger, soit il vire des gens pour pouvoir continuer à faire son pain en margeant sur d'autres critères, soit il arrête tout simplement de faire du pain. Alors évidemment, je schématise, mais vous avez l'idée. Vous avez l'idée, j'ai l'idée et le Venezuela a l'idée. On sait que c'est une grosse source d'inspiration pour Jean-Luc Mélenchon, qui est la tête du nouveau Front populaire. Et eux, donc les Vénézuéliens, ont tenté cette histoire de blocage des prix. Et ce blocage des prix au Venezuela, il a eu deux conséquences. Des pénuries, puisqu'il faut s'imaginer que tous les prix bloqués impliquent des dizaines de milliers de Paul, notre boulanger, donc ça implique des dizaines de milliers de producteurs. La deuxième conséquence, ça a été le développement d'un gigantesque marché noir. Si on reprend mon exemple, Henri, après avoir été saucé de payer sa baguette de pain à 1 €, vu que Paul n'en faisait plus, il a dû acheter sa baguette de pain 4 € au coin de la rue, sur le marché noir. Et une dernière conséquence, et c'est pour ça que l'économie est en soi une science assez étonnante, c'est un peu contre-intuitif, mais le blocage des prix va entraîner une augmentation de tous les autres prix. Notre Paul pourrait très bien décider de continuer à faire du pain, mais de faire maintenant sa marge, je sais pas, sur les pains au chocolat par exemple. Genre, ok pour la baguette de pain à 1 €, mais maintenant mon pain au chocolat, il va coûter 5 €. C'est ce qui s'est passé en Hongrie en 2023. L'Institut Montaigne, qui n'est évidemment pas au cœur du fascisme, quoi qu'on en dise, a chiffré cette histoire de blocage des prix du nouveau Front populaire à 24 milliards d'euros. Tout ça à cause d'une seule mesure. Et alors, plus généralement, très concrètement, objectivement, ça nous coûte combien le programme économique du nouveau Front populaire? Et ça a été chiffré, cette histoire de programme, et la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques a chiffré le programme du nouveau Front populaire et il a dit que ça coûterait 233 milliards d'euros à l'horizon 2027. Dans le détail, c'est 68 milliards d'euros pour le retour de la retraite à 60 ans, c'est 20 milliards d'euros pour l'augmentation des fonctionnaires, sachant qu'on est déjà très généreux dans notre modèle social, et qu'il faudrait dans l'idéal augmenter certains fonctionnaires, je pense notamment à l'armée, aux policiers, aux pompiers, mais pas forcément tous les fonctionnaires. En termes de recettes, d'après l'étude, toujours, c'est 55 milliards d'euros de recettes, et ces recettes ne couvrent absolument pas les dépenses, puisque c'est des recettes qui sont en grande partie faites sur les classes moyennes, et à terme, pourquoi pas,
sur les classes populaires. Et ces recettes-là, ces 55 milliards d'euros, dans le schéma un peu du NFP, ce serait sur les super profits, sur les très hautes classes moyennes, mais on sait que ça ne marchera pas puisque le différentiel entre 55 milliards d'euros de recettes et plus de 230 milliards d'euros de dépenses, va falloir s'attaquer à plus bas, donc aux classes populaires. Alors comment le programme du NFP nous explique qu'il va faire des recettes? Il nous dit, oui, on va aller chercher dans le rétablissement l'ISF. On sait que l'ISF rapporte 15 milliards, pas plus, pas forcément très utile. Et comme le dit très bien un article du Figaro, cette taxe va faire fuir tous les entrepreneurs et tous les patrons de ce pays, qui étaient ceux, je le rappelle, qui auraient potentiellement payé pour ces dépenses de services publics. Et les 55 milliards d'euros de recettes, c'est une donnée en l'air, c'est même pas confirmé, c'est juste une prévision du programme. Et là, je vous vois venir, vous allez me dire « Oh, mais on s'en fout, on va s'endetter et on vit très bien endetté. » Non mais ça marche pas comme ça l'économie. Un État endetté, c'est un État qui n'inspire plus la confiance auprès des investisseurs et surtout auprès de ceux qui lui prêtent. Donc maintenant, soit ces États-là ne prêtent plus à l'État endetté, soit ils lui prêtent à des taux d'intérêt de fou furieux pour se protéger d'un potentiel défaut de paiement. Et ça, on sait où ça mène, cette politique-là de dépenses irraisonnées. Ça mène à de l'austérité budgétaire, donc à une réduction drastique des dépenses publiques et une augmentation des impôts, justement pour rassurer ceux qui pourraient prêter de l'argent à l'État dans le futur. On sait que ça marche comme ça en économie, notamment dans le cadre d'accords avec le FMI. Et si on fait le choix de ne pas rembourser cette dette, on pourrait très bien se dire, on a 237 milliards d'euros de dette, on oublie, tour de passe-passe, magicien, il n'y a plus de dette. Sauf que non, si on ne rembourse pas notre dette, et on aura une dette colossale en 2027 si le nouveau Front populaire passe, on devient l'Argentine en 2001, qui a refusé de payer sa dette. Qu'est-ce qui s'est passé? Hyperinflation, crise économique massive, un Argentin sur 5 au chômage, taux de pauvreté qui touche 50% de la population, émeute, et finalement, retour sur les marchés financiers avec une énorme pancarte, pays d'énormes déficits mentaux, ne nous prêtez surtout pas. C'est pareil pour le Venezuela dont je parlais tout à l'heure, où le pays a sombré en quelques années dans une crise profonde et que des millions de Vénézuéliens ont dû quitter leur propre pays faute de travail. Mais ce qui ressemble le mieux à ce qu'on va connaître avec le nouveau Front populaire, économiquement j'entends, c'est la crise grecque, crise de 2009 à 2018, qu'on doit notamment à de trop grandes dépenses publiques. Et 233 milliards d'euros, quand on est déjà surendetté, proposer 233 milliards d'euros de dépenses publiques, c'est du suicide direct. Ça finira en hyperinflation, en austérité et en défaut de paiement. Et je parle là aux électeurs En Marche et aux Républicains parce que je sais que l'économie, ça les touche. Ça vous touche, les gars. Dernière chose, et après on passe sur un autre sujet, dernière chose sur l'économie, Sandrine Rousseau, éminente membre du NFP, s'est dit favorable tout simplement à contraindre les épargnants. Voilà. Donc ne plus donner aux gens la possibilité de faire ce qu'ils veulent de leurs économies. Si après tout ce que je vous ai dit, économiquement parlant, vous voulez encore voter pour eux, franchement, je peux plus rien faire. Le deuxième point qu'il faut aborder maintenant, c'est la sécurité. Et encore une fois, je vais prendre des mesures très concrètes. Franchement, je vous le dis direct, je vous mets tous les liens dans la description. Et même carrément, je vais mettre de côté le parcours et les paroles des candidats du nouveau Front populaire, comme Poutou ou d'autres, qui sont ouvertement pour le désarmement de la police et même les bruits de couloir, enfin je veux dire l'ambiance générale anti-flic que propage Jean-Luc Mélenchon. Je rappelle, il s'est dit qu'on pouvait rire de la mort d'un flic ou je sais pas quoi. Concrètement, en termes de sécurité, il y a quoi dans le programme du NFP? Encore une fois, je vous le dis, je mets de côté les individus au sein de l'Alliance. Je pense notamment, enfin je viens d'y penser, Raphaël Arnaud. Raphaël Arnaud qui est un antifa ouvertement anti-flic. Ou d'autres qui nous racontent que la police tue, que le racisme systémique gangrène notre police, enfin je sais pas quelle autre connerie. On va être très factuel. Factuellement, en termes de sécurité, ça dit quoi au NFP? Alors il y a plein de mesures, je ne vais pas toutes les détailler, mais il y a plein de mesures qui sont difficilement chiffrables déjà. On ne sait pas combien ça coûte et où est-ce qu'on va chercher l'argent. Je rappelle qu'il y a 237 milliards d'euros de dettes. Je ne sais pas comment on va pouvoir trouver cet argent-là pour financer ces mesures. Enfin bref. Mais il y a quelques mesures qui vont être appliquées parce qu'on peut les appliquer, qui vont radicalement changer la face de notre société. La lutte contre la population carcérale, l'amélioration des conditions de détention et la libération des prisonniers. Alors 2 petites minutes là-dessus. J'ai vu dans certains articles, ils nous disaient oui, mais alors attends, c'est pas clairement énoncé qu'on allait libérer des prisonniers dans les articles. Ah bah si quand même. Pour lutter contre la surpopulation carcérale, ce que veut faire le NFP, tu as 3 choix. Expulser les étrangers des prisons françaises,
construire des prisons ou mettre en place une politique de régulation carcérale, ce qui est clairement dans le programme. Et c'est confirmé par Aminata Niakate, porte-parole des écologistes, qui explique qu'il faut proposer des peines alternatives et des aménagements pour les personnes prêtes à être réinsérées. Donc le programme du NFP, c'est vraiment une révolution sécuritaire dans le cadre d'une justice française qui fonctionne déjà très mal. Je vous renvoie aux très bons travaux de Pierre-Marie Sève sur la sécurité, qui rappelle notamment que quand François Mitterrand a été élu en 1981, il a fêté sa victoire en libérant 5000 détenus. Et alors qu'est-ce qui s'est passé quand on a libéré 5000 détenus? Je rappelle que le NFP veut en libérer 16 000. Quand Mitterrand a libéré 5000 détenus, l'insécurité a augmenté et le taux de criminalité est passé de 53 pour 1000 habitants à 63 pour 1000 habitants. Donc dans les faits, là je ne vous parle pas d'un programme qui est fantasmé ou quoi, dans les faits, le programme du nouveau Front populaire va augmenter drastiquement l'insécurité qui va s'abattre sur les plus précaires, notamment dans les campagnes, notamment dans les banlieues. Et cette insécurité touchera tout le monde, sans distinction, quelle couleur de peau, religion ou je sais pas quoi. Non, l'insécurité touche tout le monde en France. Le nouveau Front populaire souhaite aussi l'abrogation de la loi sur le séparatisme. Alors, qu'est-ce que la loi sur le séparatisme? Je le rappelle, loi votée en 2021, dont l'objectif c'est, je cite, de renforcer les principes républicains et lutter contre les dérives communautaristes. La cible, c'est évidemment les assauts du séparatisme islamique, puisque la loi est votée dans un contexte où l'État a failli dans la protection des Français avec plusieurs attaques en 2021. Alors qu'est-ce que contient cette loi sur le séparatisme que le nouveau Front populaire veut abroger? Un contrôle plus ferme des associations, notamment celles qui ont des subventions publiques, un renforcement du contrôle de l'obligation scolaire pour éviter les dérives extrémistes, la lutte contre les discours séparatistes sur Internet, l'encadrement des pratiques religieuses et évidemment l'encadrement plus strict des pratiques de diffusion d'idéologies religieuses, y compris des financements extérieurs des lieux de culte et des représentants religieux. Et là encore, abroger ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que ça va laisser des groupes déjà importants, et on pense aux frères musulmans et à la Miligorus turque, groupes d'influence liés à Erdogan, la possibilité de s'étendre sur toute la France sans aucune résistance juridique. Mécaniquement, si on abroge cette loi comme le veut le NFP, on va avoir l'effet qu'on attend, à savoir des influences saoudiennes, marocaines et turques qui pourront nous envoyer des imams radicaux qui prêcheront sans aucune limite le séparatisme sur notre propre territoire, sur le territoire français. Le plus grave, c'est que nos quartiers actuellement sont déjà des semi-enclaves étrangères. Alors en abrogeant la loi sur le séparatisme, ça deviendrait des enclaves étrangères qui pourront s'organiser et menacer très concrètement la sûreté de l'État. Qu'est-ce qui serait passé, à votre avis, si les émeutes pour Naël avaient été infiltrées par des services comme les frères musulmans ou la Miligorus? Ça aurait été tout simplement un scénario de guérilla, tout simplement. Une mesure aussi qui frappe, alors je sais pas où exactement la placer, est-ce que c'est sécuritaire, est-ce que c'est l'économie ou je sais pas quoi, c'est la loi anti-squat. Le NFP veut abolir la loi anti-squat. Et alors là, clairement, c'est la fin de la propriété privée en France. Il ne faut pas être un bourgeois ultra-capitaliste pour tenir à la propriété privée, c'est juste la base d'une société saine, selon moi. Donc, le NFP veut la fin de la loi anti-squat. Donc, de fait, elle veut réautoriser le squat. Je m'explique. Dans leur programme, le NFP parle d'une grande loi pour garantir le droit au logement. Elle veut interdire des expulsions locatives pour loyer impayé sans proposition de relogement. En gros, les logements vides seront réquisitionnés pour y mettre des sans-abri et d'autres personnes sans logement. Et vous allez voir qu'avec l'immigration, on va en avoir pas mal, des personnes sans logement. Et qu'en cas d'expulsion, des squatteurs, les propriétaires soient forcés de retrouver un nouveau logement pour ces squatteurs. Enfin, on marche sur la tête là. Donc ça, c'est la loi qu'ils vont mettre en place. Mais concrètement, qu'est-ce que ça va faire dans notre pays? Au lendemain où le NFP passe, le marché de l'immobilier s'effondre. Il s'effondre puisque les propriétaires ou les futurs propriétaires seront dissuadés d'investir dans un bien qui pourra se retrouver squatté dans la demi-heure. Donc, au lendemain où le NFP passe, diminution des investissements dans le secteur immobilier. Ensuite, certains propriétaires, puisque ayant la certitude que le squat est désormais légal, pourraient décider seuls ou en groupe, sans faire appel à la force publique, d'intervenir pour déloger les squatteurs. Donc évidemment, augmentation de la violence et augmentation des incivilités, augmentation de la brutalisation et potentiellement des drames. Parce que quand tu as passé toute ta vie à payer pour un logement et que tu vois qu'il est squatté, ça peut te rendre fou direct. Je rajoute que dans un contexte d'une grave crise
de l'immobilier, puisque personne ne voudra investir dans la pierre. Imposer aux propriétaires de reloger les squatteurs n'a aucun sens, puisqu'il y aura déjà une pénurie de logements, sachant qu'il n'y a plus de propriétaires. Et surtout, cette loi tente de faire des propriétaires des ennemis des sans-abri. Et c'est malhonnête. S'il y a des sans-abri, c'est à l'État de s'en occuper. Et si on ne peut pas s'occuper des sans-abri français, en France, c'est peut-être qu'on a des dépenses inutiles ou coûteuses pour d'autres personnes qu'on pourrait éviter de faire venir en France. On va le voir avec l'immigration, c'est pas du tout dans l'idée du NFP. Et c'est peut-être le point le plus important de cette vidéo, c'est la politique que compte appliquer le NFP, le nouveau Front populaire, en matière d'immigration. Et là, je m'adresse autant à des gens susceptibles de voter RN que aux gens qui voteront les Républicains, et même à des gens de gauche qui sont censés et qui m'écoutent. Le programme du NFP en matière d'immigration, il est suicidaire pour la France. Je vous le dis sincèrement, c'est un programme d'un mec qui veut suicider. Il propose concrètement la légalisation de l'immigration, légale ou illégale, la création d'un statut de réfugié climatique. Alors petite parenthèse, mais on sait pertinemment que le statut de réfugié climatique va évidemment être dévoyé comme tous les statuts liés à l'immigration. Il va être dévoyé pour devenir une filière d'immigration massive, comme ça a été le cas pour le droit d'asile. Je rappelle que le droit d'asile, il y avait 52 000 demandes en 2003 et qu'on était à 103 000 en 2021. Tout comme ça a été le cas de la filière des mineurs isolés, qui ont 45 ans, du regroupement familial et bientôt des métiers en tension. Il faut prendre conscience que cette mesure de régularisation massive des immigrés et même cette mesure d'appel d'air de l'immigration que propose le NFP, si on applique ça, il n'y a pas de machine arrière possible. On ne peut pas retourner en arrière. Ça va mettre une pression sur les services sociaux, déjà sous l'eau. Ça va avoir un impact sur l'économie. Ça va avoir un impact sur la sécurité générale du pays. Je vous rappelle ce que je disais sur le programme sécuritaire du NFP qui n'est pas du tout à la hauteur des réalités de l'insécurité actuellement dans notre pays, mais qui ne sera encore moins à la hauteur avec une nouvelle filière d'immigration massive. Et là, je vous dis ça en toute objectivité. Ce que propose le NFP en matière d'immigration, c'est tout simplement un cataclysme démographique. Il propose aussi la création d'une agence de sauvetage en mer. Alors très concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est des bateaux français qui viendront chercher des migrants une fois en mer. Donc non content de créer des conditions juridiques de la venue des migrants via, je vous le rappelle, une nouvelle filière d'immigration, c'est les services français qui vont créer un espèce de corridor géopolitique ou géographique où les migrants auront encore plus de facilité à venir. Ce qui est dans les termes, la fin pure et simple du concept de frontière. Tout le monde, avec le NFP, pourra venir en France sans y être empêché et même ça sera facilité. Facilité par nos moyens et par nos services publics. Et la conséquence de ça, elle est évidemment dramatique en termes démographiques, mais en termes aussi du marché du travail. Ça va être l'apocalypse. Parce que cette filière de migrants va nous coûter très cher. Et comme on l'a vu durant la dernière décennie, ces migrants vont être employés à très bas salaire dans des métiers très peu rémunérés et très peu productifs. Donc on va avoir un turnover de malade du travail qui va tirer les salaires à la baisse, exactement ce que dénonçaient Karl Marx et Georges Machet, et exactement ce qui s'est passé avec les services de livraison de bouffe dans les années 2015. J'en avais parlé dans ma vidéo sur le grand remplacement des livreurs. Dans ce cadre-là, le NFP veut instituer une carte de séjour de 10 ans. 10 ans, je ne sais pas si on se rend compte. Concrètement, ça veut dire qu'un migrant pourra venir parce qu'il aura la légitimité juridique de le faire avec cette nouvelle filière d'immigration. Il sera sauvé en mer et il pourra rester sur le sol français pendant 10 ans. Là, vous oubliez tout de suite les OQTF, les politiques de retour ou je sais pas quoi. Il est protégé pendant 10 ans. Par ailleurs, si le NFP veut régulariser massivement des étrangers en France en leur accordant la nationalité française et garantir l'aide médicale d'État, ça deviendra en soi un autre pays. Un pays où il n'y a plus de frontières et où tout le monde peut y venir. Donc ces mesures-là d'immigration massive que propose le NFP, c'est une insulte à ce qu'est la France, mais aussi à ce que sont les migrants qui sont dans une grande difficulté, mais qui ont leur propre culture, leur propre patrimoine et qui ne peuvent pas, juste parce qu'ils sont en France, devenir français. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo un peu longue, mais j'ai l'impression, assez honnête sur le programme du NFP. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Et est-ce qu'il en restera quelque chose lundi? Je ne sais pas. Prenez soin de vous et de vos proches. Time!